Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre réveil matin. On est déjà le milieu de la semaine, on est mercredi. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes. Le même plaisir d'être avec vous pour vous présenter vos 3 heures d'information en continu sur votre CPAM, le 14-10 AM. On est également sur CPAM TV. Bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez, c'est le www.cpam1410.com. Et pas moyen de nous rater puisqu'on est sur votre téléphone. C'est le 438-804-5520. Junie Limage est avec nous en soutien technique et à la recherche. Et on souhaite bonne fête à Junie. Asma Hurtelou est avec nous, mesdames et messieurs. Seul parmi ces gosses ce matin. Bonne fête, Asma Hurtelou. Merci, Jean-Emmanuel Pierre. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi-même? Ça va très bien, merci. Bonne fête, Jean-Ernest Pierre. Bonne fête, Jean-Emmanuel Pierre. Bonne fête à Jacques. Bonne fête à Asma. Bonne fête à Junie. Oui. Belle équipe. Oui. On prend roue libre parce que les gens vont se dire, est-ce que non? On aime les femmes, on défend aussi, on espère être tout le temps correct, hein, féministe. Donc, c'est aussi la fête de ceux qui soutiennent les femmes. Jacques Bourgeois, bonjour. Bonjour à toi, grand chef du matin. Comment vas-tu, Jacques? Je vais merveilleusement bien et je te remercie de m'avoir appris que c'était la journée internationale des femmes. Je ne le savais pas. Bon. Alors, il faut toujours écouter CPAM. Alors, je veux moi aussi profiter de l'occasion pour souhaiter bonne fête à toutes ces dames qui font notre bonheur sur cette terre. Ah, et elles sont nombreuses et de plus en plus à CPAM, il y a cette génération, hein. Et je reviens toujours sur l'émission Conflit de génération que je vous invite à écouter. Donc je pense à Naïka, je pense à Valérie, je pense à Corinne, qui sont l'équipe, qui constitue l'équipe avec Jean-Ernest Pierre de Conflit de génération. Et je veux pas faire de jalouse ce matin. Je pense à toutes ces femmes qui sont en train d'œuvrer avec nous. Je pense à Mémine Alexandre, à Françoise Bourdu, à Sheila Caz. Je pense à Dominique Fortuma, Dodo. Je pense à Jessica aussi, comme je l'appelle, Maman Radio. Et j'espère ne pas avoir oublié... Je me rattraperai. Il y a de nouvelles. Oui, bon, là je parle de ceux qui sont... Hein? Ils ont fait leur preuve, mais il faut caresser celles qui viennent, là, qu'elles ne nous quittent pas, là, tout de suite. Hein. Mais je veux vous souligner que c'est pas nouveau, les femmes chez CPAM. Non! Lorsque j'ai commencé en 2008, il y avait une équipe de jeunes jolies dames qui précédait notre émission. Oui. C'était très dynamique et très, très intéressant. Là, ils parlaient de travail social ou de choses comme ça. Ils étaient très, très intéressants. Et ça agrémentait mon avant-midi. Donc tu vois, Jean-Ernest, ce que tu as enlevé à Jacques. Ah, mais c'est pas moi, hein, des fois. Non. Les choses changent. Et puis, par exemple, dans l'équipe d'Asma, on a eu de nouvelles têtes
qui arrive. Tu as de nouvelles. Sly Toussaint. Comment il s'appelle? Sly. Sly. Toussaint. Sly Toussaint. Oui. Donc, Il a son centre Toussaint qui fait la promotion de la culture haïtienne, qui est pas loin de la radio d'ailleurs. qui est dans le quartier Saint-Michel? À Basé, Onstick, oui. oui. À Onstick, Saint-Michel. Ok. Michel. Ben, Et puis, sans compter que il y a Priscilla. oui, non, mais c'est pour ça que j'ai dit, il faut se rattraper. Et je sais que c'est une auditrice fidèle. Priscilla, toujours là. Oui. Et je crois qu'on devrait commencer avec une nouvelle équipe de femmes en remplacement de Priscilla, justement, à l'émission du samedi soir. Théoriquement, ça devrait être ce samedi. Bon, On merveille. la chose comme suspense, n'est-ce pas? Mais vraiment, on a une belle équipe. Jacques, tu es gâté, hein? Absolument. Absolument. Non, mais et puis ce que j'aime, c'est que on est aussi entouré de femmes qui ont leur place, qui prennent leur place et qui soutiennent, hein, comme on dit en général, derrière chaque homme, chaque grand homme, il y a une femme. Non. ACP, oui, qu'est-ce que tu dis? Moi, je peux faire derrière chaque homme, il y a une grande femme. Peut-être on ne dira pas grande femme parce qu'on ne voit pas toujours la tête de la femme derrière l'homme, n'est-ce pas? Jean-Emmanuel, tu es d'accord? Ben, tu vois, c'est pour ça qu'elle est dans l'ombre, la femme. Moi, je vais te corriger en mieux, Asma. À côté de chaque grand homme, c'est ça qui, c'est ce pourquoi il faut se battre. C'est qu'à côté de chaque grand homme, il y a une grande dame. On la voit, Jean-Emmanuel, c'est derrière. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est à ses côtés. C'est ça, parce que tu as plein de gens qui travaillent dans l'ombre des fois, qui donnent le ton, qui sont même en avant. L'important, ce n'est pas de voir, c'est l'appréciation que tu as. Tu sais que l'autre est à côté de toi. C'est ton... Emmanuel, on le sait. C'est ta béquille. L'expression derrière, là, c'est justement parce qu'on ne voit pas cette c'est pas, de femme. Écoute-moi, Jean-Emmanuel. Oui. Écoute, apprends à écouter. Tu es jeune, écoute, là. Quand tu me vois arriver à la radio, tu me vois bien habillé, qu'est-ce que tu dis? Ah, je dis que Anne-Rose n'est pas fâchée contre toi. Ah, voilà. Et même quand on ne voit pas la main de la femme, on sait que la main est bien faisante et elle fait bien paraître son homme, etc. C'est derrière tout homme, il y a derrière tout grand homme, il y a une femme certainement. Parce que quand j'arrive habillé comme la chienne à Jacques, tu te dis, ah, Anne-Rose est boudée. Moi, je n'ai pas de chienne. Mais Jean-Ernest, avec tes propos, tu trahis ton âge, là. C'est un peu archaïque. Je pense que les femmes, la situation des femmes dans le monde a changé, elle a évolué et que maintenant, on travaille ensemble. Oui, mais à sa défense, Jacques, il voulait s'en tenir à l'expression. Maintenant, je suis d'accord avec toi que l'expression est archaïque. Oui. Parce que le combat, c'est que justement, derrière chaque grande dame, qu'il puisse aussi avoir un homme. Un homme. Absolument. Mais moi, je pense que la nouvelle façon de voir le monde, c'est-à-dire la façon de voir le monde en 2023, là, les hommes et les femmes, c'est que, je dirais, ensemble, on travaille de plus en plus ensemble. Quoique, Asma... Dans mon temps, moi aussi, je suis un peu archaïque. Là. Il y avait d'un côté les hommes, d'un côté les femmes. Aujourd'hui, tout ce qui reste, c'est des toilettes pour les femmes, des toilettes pour les hommes. Le reste, ça se fait ensemble. Et ça dépend. Jacques. Attention, Jacques. Il y a des toilettes pour hommes, des toilettes pour femmes et des toilettes neutres.
Ah, des toilettes non genrées. C'est exact. Mais Asma, par rapport au plafond de verre, parce que il y a ce combat, l'impression qu'il y a tellement eu d'avancées, parce que c'est vrai qu'au cours de cette dizaine d'années de combats, etc., il y a des avancées considérables. Mais j'ai aimé le discours du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a dit « Il reste tellement de choses à faire par rapport à l'épanouissement des femmes. Et on traîne tellement les pieds par rapport à des revendications d'égalité, parce que c'est entre autres problèmes qui existent encore. Il dit, à ce rythme où nous allons là, il faudra 300 ans pour voir l'épanouissement réel des femmes. » Mais il exagère toujours, Antonio Guterres. Mais c'est Asma Heurtelou. Bon, moi, je suis d'accord avec lui. C'est sûr que, bon, ça prendra, on espère. C'est une façon de dire. Pardon? C'est une façon de dire. Exactement. Mais c'est vrai que ce n'est pas une cause qui avance tellement vite. Oui, il y a eu des progrès, mais on s'entend que ce sont des petits pas et des petits pas et des petits pas. Encore aujourd'hui, l'homme a priorité à peu près partout. Encore aujourd'hui, quand une femme exerce un métier qui ne soit pas traditionnel, un métier très masculin, eh ben, on la regarde avec des yeux étonnés. Puis, et je me rappelle, il y a eu ce combat à la fonction publique pour la rémunération parce que des hommes et des femmes occupaient le même poste, mais l'homme était payé plus cher. Là encore, aujourd'hui, ce problème se pose. Oui, mais moins. Oui, absolument, oui. Il y a eu des avancées parce qu'on a comme régularisé les postes et non le genre de l'employé. Alors, mais c'est vrai, moi, est-ce que je vais me qualifier comme féministe? Non. Mais moi, je suis pour la justice, pour l'égalité, que ça soit l'homme ou la femme qui se fait abuser, et puis je vais défendre ça. Sauf que la situation de la femme est tellement criante que on n'a comme pas le choix de faire de cette cause-là nôtre, parce que ce n'est pas correct. Ah, comme disait, mais il faut en même temps faire attention parce qu'il y a des spécificités. J'allais dire, comme disait Karl Marx, c'est d'abord la condition humaine qu'il faut changer. Parce qu'il y a beaucoup de conditions au niveau de la femme, des rapports entre hommes et femmes, qui dépendent beaucoup du fait que, entre autres violences et autres choses, qui dépendent beaucoup de la condition humaine, c'est-à-dire des répercussions, etc., etc. Mais en même temps, ce que tu as évoqué et qui, je pense, est un élément essentiel, c'est-à-dire, comme tous les combats, comme toutes les batailles, on le disait par rapport à la jeune génération de gens racisés, de noirs, qui sont en train de monter, qui sont en train de s'installer, qui sont en train de prendre leur place, etc., et qu'il y a d'autres combats à livrer, d'autres batailles, qu'il y en aura toujours. Et on disait, c'est ça aussi l'existence de CPAM. Moi, je crois que malgré les avancées, malgré ci, malgré ça, il y aura toujours des combats à livrer, même quand toutes les revendications ponctuelles sur des inégalités auront été réglées, et je suis d'accord avec toi. Alors, J.E. Parce que c'est un combat perpétuel. Et un combat reste un combat. Et un combat reste un combat jusqu'à la fin du combat. Quitte à le terminer au couteau. Alors, Jean-Ernest Pierre, raconte-nous. Alors, oui, le bel article dans le Journal de Montréal, c'est celui de José Legault. Elle fait un papier « Soyons fiers » au pluriel, « déterminés » au pluriel et « solidaires » au pluriel. Elle écrit « La polarisation entêtée des points de vue est dans l'air du temps. Le vrai problème est qu'elle est une véritable manufacture à dialogue de sourds.
Nourrie d'autant par les chambres d'écho du web, elle est le pire été noir qui soit, parce qu'elle évacue la moindre nuance, elle rend impossible tout débat raisonnable. Elle multiplie les procès grandiloquents d'intention, elle substitue même de plus en plus souvent l'insulte à la discussion. La polarisation oppose toujours de soi-disant bons, entre guillemets, et ceux donc qui partagent notre opinion, à de supposés méchants, ceux qui ne la partagent pas. Ce faisant, elle métamorphose tout échange en un très mauvais western. Même la Journée internationale des droits des femmes, semble-t-il, ne fait pas exception. Comme c'est terriblement inutile, au Québec, depuis quelques jours, un combat surréaliste prend en effet forme. D'un côté, le féminisme qu'on pourrait appeler, entre guillemets, tout court, celui dont l'objectif est d'atteindre une plus grande égalité en droit entre les femmes et les hommes. De l'autre, le féminisme dit intersectionnel, celui dont le but ultime est le même tout en avançant qu'il existe aussi diverses formes de discrimination contre les femmes selon leur statut économique ou social, leur handicap, leur origine ethnique, religion, couleur de peau, etc. En même temps, il n'établit pas de hiérarchie ou de méritocratie entre les femmes. Il n'y a rien de radical non plus. Il constate seulement le réel et tente de proposer des pistes de solutions conséquentes. Bien au-delà de cette polarisation artificielle qu'on impose entre ces deux perspectives, la réalité est donc nettement plus nuancée. Le féminisme englobe en fait toutes ces luttes. Le nier équivaut à nier la réalité. Diaboliser le féminisme dit intersectionnel est aussi néfaste et fallacieux que de diaboliser le féminisme dit tout court. C'est pourquoi, en cette ère trouble où les violences verbales, physiques, conjugales, sexuelles, politiques et économiques frappent encore de nombreuses femmes, et certaines plus que d'autres, l'heure ne devrait surtout pas être à une polarisation factice. En ce 8 mars, sort sur Crave la télésérie tant attendue Désobéir, le choix de Chantal Daigle. J'ose espérer qu'on y trouvera également une leçon inspirante pour 2023, celle d'une solidarité essentielle. Elle dit, de fait, le combat héroïque mené en 1989 par cette jeune femme de 21 ans pour son droit d'avorter, contesté par son ex-conjoint violent, fut aussi celui de nombreuses militantes féministes qui, bien au-delà de tel ou tel courant, ont soutenu Chantal Daigle de toute leur force. En plus de sa propre détermination, cette solidarité de fer est ce qui a rendu possible la victoire de Chantal Daigle, mais aussi par ricochet de toutes les femmes qui, depuis, ont pu reprendre comme elle le contrôle final de leur corps. Et en conclusion, elle dit, la morale de cette histoire, la solidarité dans le respect des différents courants du féminisme demeure vitale parce qu'elles se nourrissent les uns les autres. Les opposés seraient une grave erreur. Dit autrement, que l'on soit intersectionnel ou pas, je nous souhaite à toutes une très belle journée internationale des droits des femmes. Exit toute cette polarisation qui nous est tant dommageable. Soyons fiers, soyons déterminés, soyons solidaires. Et oui, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Et c'est... Elle a tout dit, mais la subtilité de ça, je l'ai combien de fois, et c'est toujours une mauvaise journée pour regarder la problématique du féminisme, qui est souvent, on dit le verre est souvent dans le fruit.
il y a une lutte effectivement entre femmes qui nuit à la cause des femmes. Bon, et ce qu'il y a, et qu'elle a évoqué, c'est les différents courants du féminisme. C'est-à-dire, tout à l'heure, quand Asma a dit que je ne revendiquais pas le féminisme, par exemple, je sais que, en partie, que c'est à cause de beaucoup d'autres aspects qu'il y a, beaucoup d'autres revendications qu'il y a, et qu'elle ne partage pas nécessairement. Mais de plus en plus, il y a effectivement des courants qui s'affirment. Par exemple, il y avait un courant qui était essentiellement lesbianisme, entre autres choses. Où il y avait... Mais là, par exemple, c'est un courant qui est clairement identifié. Être féministe ne veut pas dire être lesbienne. Mais tu as un courant lesbianisme qui est très fort à l'intérieur du féminisme, comme tu as des gens, comme évoqué Asma, qui vont se battre pour beaucoup d'aspects d'épanouissement, etc., mais qui vont avoir des retenues par rapport à d'autres revendications qui souvent laissent l'impression que c'est un combat homme-femme. Et tout à fait. Et moi, c'est dans cette dynamique-là que je ne veux pas aller. Ce n'est pas un combat homme-femme, c'est un combat point. Parce qu'il y a beaucoup, tu l'as dit en levée de rideau, Pierre-Emmanuel, il y a beaucoup d'hommes qui soutiennent la cause des femmes. Entre autres, la violence faite aux femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui soutiennent cette cause-là et qui soutiennent aussi l'inégalité au niveau de travail, au niveau salaire, tout ce qu'on veut, qui soutiennent la cause des femmes. Donc, pour moi, le féminisme n'est pas une cause anti-homme. Bien au contraire, ce qu'on demande, ce que je crois que le féminisme réclame, c'est cette égalité. C'est pas cette supériorité sur l'homme, c'est l'égalité entre hommes et femmes, donc l'égalité entre les humains. L'homme avec le grand H. Oui, tout à fait. Oui, Jean-Ernest, oui. Et l'homme avec un grand H englobe la femme également, n'est-ce pas? Et le féminisme devrait commencer les grands discours, et quand on parle de courant, Jean-Emmanuel, j'ai probablement des difficultés avec ça, parce qu'il y a de ces gens qui sont des penseurs et qui, quelquefois, sont payés pour penser et pondre de grandes théories, etc., difficiles à appliquer, et qui veulent nous entrer dans la tête que c'est ça qu'on doit changer notre façon de voir les choses, notre façon de vivre. Le féminisme doit être un combat de tous les jours dans le milieu de travail entre femmes. Soyons solidaires, c'est ce que dit José Legault. La solidarité doit être, oui, comment on peut travailler avec une collègue de travail et entre femmes, on n'arrive pas à s'entendre. C'est vrai qu'il y a les caractères, les individualités, oui, on peut comprendre ça, mais au nom de la cause, comment on peut être patronne, n'est-ce pas, et écraser celle qui est juste en dessous de nous? La solidarité est là aussi. Et c'est à cause de ces réussites, petites réussites, dans notre environnement, que nous allons finir à avoir de grandes réussites. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes patronnes, hein? Absolument. Mais tout à l'heure, on parlait de Antonio Guterres, Asma. La question qui m'est tout de suite venue à l'esprit, toutes ces grandes institutions. Bon, maintenant, depuis je crois, 3 ans, 4 ans, il y a Christine Lagarde qui est au Fonds monétaire international. Mais il n'y a jamais eu de secrétaire général de l'ONU. Il n'y a jamais eu de femme secrétaire générale de l'ONU. Tu comprends? Il y a eu, on a eu à un certain moment Michel Montas qui était numéro 2. Et on espérait, non, elle était très présente. Mais on espérait que ça allait avancer, tu comprends, qu'on allait
franchir le Rubicon, mais je veux dire que ce soit, on parle de l'ONU, on parle des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, Fonds monétaire international, et Organisation mondiale de la santé, et ci, et ça, Banque mondiale, c'est un combat pour que les femmes puissent franchir, parce que la chose, c'est que the sky is the limit, parce que c'est ça l'histoire. Les femmes sont en train de monter. Mais tu vois, et tu as le plafond de verre, Asma, tu penses que tu vas aller jusque vers le ciel, mais le plafond de verre te laisse l'impression, et c'est quand tu te cognes contre le plafond de verre, et que tu te rends compte, il y a encore un plafond. Regarde, Jean-Emmanuel, tu montes encore trop haut. Parce que dans ce contexte-là, c'est un homme qui va soutenir la femme et il va dire ouais, la candidature de la femme, on va supporter. On est à un niveau déjà trop haut. Moi, je pense qu'il faut partir du plancher entre femmes solidaires de la cause, se monter, et la femme va arriver à un moment où elle va imposer sa présence dans des institutions comme celle-là, là, les plus importantes, les Nations Unies. Ouais. Parce que dans ce cas-là, ça va être une femme. Mais en même temps, ce qu'il faut souligner également, quand on parle de conflit ou de lutte entre femmes dans un milieu de travail, l'homme n'est jamais très loin derrière ça. Hein? L'homme n'est jamais très loin derrière ça. Le jeu patriarcal n'est jamais loin. L'homme, dans bien des cas, que les femmes se chicanent, que les femmes se battent, parce que l'homme en tire son compte. Et c'est pour ça on va voir que très souvent, on n'entendra pas l'homme parler de ces chicanes ou de ces compétitions malsaines entre femmes dans leur milieu de travail. Ou quand ils en parlent sur le bout des lèvres. Et ils ne font pas grand-chose pour régler la situation non plus. J'aimerais comprendre, n'est-ce pas, parce que je ne comprends pas. Moi, je te parle de femmes patronnes, de femmes... Mais peu importe la position de la femme. Laisse-moi te donner un exemple dans le milieu hospitalier. Vous avez souvent de ces infirmières chefs-là, c'est des femmes. Est-ce qu'il y a une solidarité dans ce milieu-là entre les femmes? S'il y a une chicane, il n'y a pas d'hommes là. C'est les femmes qui doivent décider là. C'est la femme qui est chef. Est-ce qu'elle supporte? Est-ce qu'elle donne les bonnes conditions de travail? Est-ce qu'elle est solidaire, l'infirmière chef, de celle qui est mère, qui est femme, épouse, et comme elle, infirmière chef? C'est de ça dont il est question là. Oui, mais ce n'est pas seulement dans la gestion. Ce n'est pas uniquement dans la gestion qu'il y a cette compétition malsaine entre femmes. Et voilà. Non. Et puis, la femme qui arrive à un niveau très élevé, qui veut s'imposer, pourquoi tu penses? Parce que elle est tellement en minorité, ça devient de plus en plus normal, acceptable qu'une femme soit en autorité dans une entreprise, mais sauf que ça a débuté parce que la femme qui arrive à la tête, elle se faisait regarder autant par les hommes que par les femmes. Et puis la société, et puis tu as les obligations de performance de la société, patriarcale, basée essentiellement sur ça, où jusqu'à présent on te dit qu'une femme, parce que c'est la pensée construite et transmise, une femme est trop sensible pour diriger, parce qu'il y a des décisions où il faut trancher, où c'est la sensibilité de la femme qui va être évoquée. Donc, dans beaucoup de cas, les femmes vont sentir le besoin d'être plus fermes, plus dures. Tu sais, un peu, quand tu regardes, par exemple, le film sur Margaret Thatcher, c'est-à-dire, c'est une femme solide, etc., qu'on appelait la femme de fer, et la chose, c'est que la société qui est dirigée par des hommes et qui dicte le ton affaiblit la femme qui va, au fur et à mesure qu'elle est en train de monter, qui va arriver au poste de responsabilité, à un poste de commandement, pour qu'elle soit plus dure qu'un homme pour qu'on l'écoute.
Parce que des fois aussi, même entre femmes, cette solidarité évoquée par Jean-Ernest, ce n'est pas seulement parce que la femme qui dirige donne le ton dur, c'est que aussi dans le comportement, celles qui sont sous ses ordres vont avoir tendance à respecter les règles, à écouter plus un homme, le chef de service masculin qui est en poste, qu'elle-même. Tu sais, il y a tout ce combat dont il faut tenir compte aussi. Mais c'est... Oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord, je comprends, mais parce que à la rigueur, ça risque d'infantiliser la femme. Et puis, mais c'est ce que fait la société patriarcale. Oui. Non, c'est pas la société, c'est quand même, je ne peux pas prendre Asma Heurteloup, si je prends cet exemple-là, et de dire qu'elle serait influencée par un patron, qu'elle ne peut pas agir d'elle-même selon son flair, selon sa compréhension, et d'avoir un bon comportement. Pourquoi la femme, quand elle arrive au pouvoir, c'est pour, au timon des affaires, c'est pour être un homme? Elle change automatiquement. Tu as pris l'exemple de Margaret Thatcher. C'est pour avoir un bras de fer. Et, alors que de plus en plus aujourd'hui, on commence à dire, mais il faut que nous ayons au pouvoir un autre comportement, le comportement de l'autre flair, le flair de la femme, le flair féminin, et le monde serait tellement différent. C'est un nouveau courant, c'est un nouveau discours qu'on entend, et la femme, pour changer, doit comprendre, doit imprégner ce discours-là et doit changer d'une certaine manière. On n'arrive pas au pouvoir pour être un homme. Oui, non, mais Jean... la femme arrive au pouvoir, qu'elle reste femme, mais avec une façon différente de diriger. Oui, mais par exemple, on va revenir au systémique. Asma, je te donne tout de suite. Et Jacques aussi, tu fais signe quand tu veux intervenir, tu interviens, Jacques. Il ne faut pas oublier que dans le systémique, il y a tous ces construits basés sur des années, sur des années, sur des années. Et c'est ça qui explique le combat. C'est-à-dire que ce que tu as dit, ce n'est pas infantilisé, quoique le patriarcat a justement infantilisé la femme. Voit la femme en fonction d'un ensemble de schémas. Et ces schémas-là prennent du temps avant qu'ils ne soient tassés. Et on est loin du combat de ce schéma mental ou de tous ces construits qui ont pris des centaines d'années, Asma. Se défaire n'est pas facile. Mais je vous dis juste une petite chose, je m'en vais tout de suite. Non, tu laisses parler, Asma. Je connais une femme, Asma, qui me dit, lorsqu'elle doit avoir affaire entre un homme ou une femme, elle préfère choisir l'homme. Mais moi, j'en connais plusieurs, soit dit en passant. Ce n'est pas parce qu'elle en a contre la femme. Puis c'est ça aussi, il faut comprendre. Ce n'est pas parce que celle qui va choisir de faire affaire avec l'homme est contre la femme, elle ne veut pas faire affaire avec la femme. C'est parce que la femme a besoin, elle a besoin de se faire... de validation. Respecter. Elle a besoin de prendre sa place. Elle a besoin de faire comprendre que c'est elle qui est aux commandes. Et de validation surtout. Pardon? De validation surtout. Voilà. Parce que sinon, elle se fait écraser. Et c'est cette mentalité-là qu'il faut défaire. Non, mais tu comprends, c'est pour ça que je me dis, il faut arrêter de parler de conflit entre femmes. Parce que souvent, et je répète, souvent, ces conflits-là sont ignorés ou alimentés par le chef, le grand chef, qui généralement est un homme, parce que ça fait son affaire. Bon, alors Jacques, tu as le dernier mot. Ben moi, le dernier mot, il y a une chose que je n'ai pas, un mot que je n'ai pas entendu du tout, et ça m'étonne, et je suis un peu déçu, c'est la compétence. Moi, j'ai eu des employés, j'avais 9 employés, dont 8 femmes. Et puis, j'engageais des femmes beaucoup et je ne me gênais pas, mais j'engageais des femmes qui étaient compétentes.
Alors, quand j'envoyais une femme chez un client, puis il me rappelait, puis il me disait, hey, si je veux pas avoir de femme dans mes livres, envoie-moi un gars, j'allais le voir et je lui expliquais que la personne que je lui avais envoyée pour faire sa vérification, c'était une des personnes les plus compétentes actuellement sur le marché. Et c'était une femme, et je n'avais pas le choix de lui offrir ce qu'il y avait de meilleur. Lui, il acceptait d'avoir une femme qui travaille dans ses livres. Ah. Alors, on n'a pas des postes de confiance dans l'entreprise, et puis on n'a pas de bonnes relations dans l'entreprise seulement parce qu'on est une femme. Mais il faut être une femme compétente. Ouais, un bon témoignage. C'est la même chose pour les hommes. Hein? Un homme qui n'est pas compétent, il ne grimpe pas dans l'entreprise. Ouais. Une bonne chose, Jacques, et ce qu'il y a, c'est que, effectivement, en parlant de compétences, souvent, on laisse comprendre, c'est la même chose pour le token black. On laisse comprendre que vous êtes une privilégiée que de vous trouver dans cet espace, comme si on vous favorisait quelque chose à cela. Hein? Tu comprends? Et là, tu as l'impression de devoir justement rentrer dans tous les clichés pour comme, entre guillemets, donner raison, faire voir que vous êtes à votre place. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Et c'est pour ça. Parmi ces clichés-là, oui. On ne vieillit pas en tant que femme face à la caméra dans une station de télévision, contrairement à un homme qui peut vieillir jusqu'à 65 ans, 70 ans devant une caméra de télévision. Tandis que la femme, on lui trouve des plis et des plis de femmes, c'est moins beau que des plis d'hommes. Ouais. Et bon, ça aussi, c'est un combat qu'on continue à mener, mais on a vu aussi des changements au fil des années, que les femmes laissent leurs cheveux blancs, que les femmes... mais de plus en plus dans les télévisions américaines, Asma, qu'on voit ça. Tu as le dernier mot, Asma. C'est ton jour. Non, mais ça va, moi, ce que j'avais à dire. Et bon. Puis, moi, quand on parle de conflits entre femmes dans leur milieu de travail, c'est comme si dans tout milieu de travail, dès qu'il y a deux femmes, eh ben, ces deux femmes sont en conflit. C'est pas vrai. C'est faux, ça. C'est faux. Il y a peut-être un milieu où c'est plus présent, mais ce n'est pas dans tous les milieux où est-ce qu'il y a des femmes qu'on va avoir des conflits. Et puis pourquoi mettre en épingle le fait que des femmes aient des conflits? Que des femmes aient des chicanes. Les hommes aussi ont des conflits. Les hommes aussi ont des chicanes. C'est quoi l'histoire? Est-ce que vous êtes à ce point hypocrite, là? Pourquoi? Un million de femmes, et puis moi, je vais le dire encore une fois, si je m'en dis, Jean-Ernest, tu mens. Dans un milieu de femmes, de travail de femmes, où il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de chicanes. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a beaucoup plus de chicanes que dans un milieu d'hommes. Arrête d'être hypocrite, Jean-Emmanuel. C'est pas parce que mais il y a une chose, Arrête systématiquement, chaque fois qu'on n'est pas d'accord, tu dis que je suis hypocrite. Je dis ce que je pense. Tu dis ce que tu penses. Absolument. Est-ce que tu le penses vraiment, je dis ce que je pense, je dis ce que je crois. Que dans un milieu de travail d'hommes, que dans un milieu de travail de femmes, il y a le même... Est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas... Est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas cette légitimité, ni moi non plus? Parce que j'ai jamais travaillé, au moins moi, j'ai jamais travaillé dans un milieu de femmes. Ah oui? Non. Moi, j'ai déjà travaillé tu comprends? dans un milieu où il y avait beaucoup de femmes. Non, moi, mais travailler dans un milieu où il y a beaucoup de femmes, ça ne veut pas dire que tu travailles dans un milieu de femmes. C'était surtout entre les femmes. Bon. Oui, mais... on revient à ce qu'Asma a dit. On revient à ce que Asma a dit. Ça dépend. Il faudrait peut-être voir quelle main était derrière ces chicanes. Ou même si la main n'était pas à la base derrière les chicanes, mais la main ne fait rien
pour régler les chicanes, alors que cette main-là a le pouvoir de régler les chicanes. Bon. Mais elle ne fait absolument rien parce que ça fait son affaire. Et puis, dans un milieu de femmes, moi, j'ai travaillé dans un milieu au tout début où est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Mais tu vas trouver une chicane entre 2 femmes, entre 3 femmes. Mais pas entre toutes les femmes. Ça ne veut pas dire que c'est un milieu de chicane. Oui, ce n'est pas un milieu de chicane. Ouais, Et puis les hommes ne parlent pas de chicane dans un milieu d'hommes. Parce que les hommes sont hypocrites. Pour en parler, ils vont arriver. Oui, pour en parler. Le pasteur donne une. Non, je peux terminer. Je peux terminer. Elle termine, oui. Pour en parler, ils vont arriver au point, au coup de poing. Plutôt que de s'exprimer puis de régler le problème. L'expression de testostérone. Exactement. Bon, alors, et il faut, Jacques, tu manges ton temps là. Raconte-nous. Oui, mais je peux manger mon temps, ça vaut la peine. Moi, j'ai travaillé dans un milieu de femmes. J'étais le seul mâle quand j'ai travaillé dans l'enseignement, dans mon département. Et quand il arrivait quelque chose où on avait besoin de défendre les employés, les enseignants, on me disait toujours, ben, allez-y, vous, M. Bourgeois, allez-y, vous êtes bon là-dedans, ils vont vous faire confiance. Non. Et j'y allais et j'essayais que ce soit une femme qui y aille, mais le conseil que je voudrais donner aux femmes, là, c'est que faites-vous donc confiance. Vous êtes capable, attendez pas et dire, ben, l'année prochaine, je vais être bonne. Non, tu es bonne tout de suite. Et au Québec, on a tellement de femmes qui ont réussi, je pense à la présidente actuelle là, qui termine son mandat à l'Hydro-Québec, par exemple. On n'a jamais entendu cette femme-là se plaindre qu'elle était obligée de se battre contre les hommes et tout ça. Et elle a passé sa vie dans le top là, des administratifs, là, des femmes leaders, là, des leaders dans l'entreprise. Et il y en a plusieurs comme ça. Absolument. Alors, trouvez-vous un modèle et puis allez-y, foncez-vous. Vous êtes autant capable que n'importe quel humain qui travaille avec vous, que ce soit un homme ou une femme. Levez-vous, puis prenez la parole, faites valoir votre point de vue. Devenez aussi égal à égal et vous allez réussir probablement beaucoup mieux que les autres. Et Jacques, je m'excuse, vous allez comprendre également quand Jacques dit prenez la parole et puis défendez votre point et tout. Une femme dans un milieu d'hommes qui a une attitude comme ça, on va la qualifier de tous les noms. Et elle sera la cible de tous ces hommes-là. Là, on ne parle pas de femme, là. On parle d'hommes et femmes parce que ces hommes-là se sentent menacés par cette femme qui arrive, alors que normalement, ce sont les hommes qui ont la voix au chapitre. La femme arrive, puis elle parle, puis elle s'impose, pas elle ne tasse personne, par exemple, mais elle s'impose, elle donne son point de vue quand il faut, mais elle est stigmatisée par les hommes. Alors, de quoi on parle là quand on dit conflit, milieu de travail, femme-femme là? Bon. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais je pourrais te donner beaucoup d'exemples. On s'en reparlera. Bon. Ça me ferait plaisir de te rencontrer pour t'en parler.